Donc, au vu des derniers événements, hein, on peut clairement se poser des questions sur McGrady. Visiblement, le fait qu'il était rétrogradé, hein, directeur régional, bah, ça a créé quelques tensions. Visiblement, il est en train de saboter, hein, les plans secrets du Père Noël, des petits elfes, pour que les enfants puissent passer un bon Noël. Donc, on va continuer à creuser, hein. On a Franz Pringles, donc, bah, qui nous a montré, hein, dans la précédente vidéo, c'est à savoir nous, si vous avez fait l'exercice, on avait vu qu'il y avait un serveur de command and control, serveur d'exfiltration, et bah, visiblement, hein, qu'il s'est passé des choses malveillantes. Alors, on va parler un petit peu analyse forensique, médico-légale, on va parler artefact. Artefact, déjà, c'est tout ce que tu laisses, toi, en tant qu'utilisateur, sur ton ordinateur. Ça, ce sont des artefacts en analyse médico-légale. Ensuite, artefact, là, dans le cas d'un acteur malveillant et d'une compromission et d'attaque informatique, les artefacts, c'est tout simplement tout ce que va laisser l'attaquant de la machine, d'accord? Ces traces qui vont permettre d'être étudiées, analysées, corroborées pour ensuite amener des preuves, d'accord? Je vous ai dit, si on doit traduire en justice, eh ben, il faut quelque chose de solide. Il faut que le dossier soit solide. Donc, on a des experts auprès de la cour de cassation, justice, tatati tatata, magistrat, procureur. Hein, j'ai pas fait de droit, d'accord? Mais tu as bien compris qu'il y a des experts qui vont venir aider. On a des gens très bons dans la gendarmerie, on a des gens très bons dans la police. Voilà, hein, dont c'est le taf. Mais je t'avais déjà fait une vidéo, les experts forensiques de YouTube. Je crois que j'avais appelé comme ça la vidéo. D'accord? J'avais abordé tous ces sujets que tu peux voir dans des séries, tout ça, tout ça. D'accord? On va parler FTK. FTK, c'est le Forensic Tool Kit. Alors, bah, c'est la boîte à outils, hein, à analyse forensique. FTK, c'est un logiciel que vous pouvez tous utiliser, qui est très puissant et essentiellement on s'en sert en DFIR, Digital Forensic Incident Response. Donc réponse à incident et analyse médico-légale, analyse forensique, informatique. Alors, artefact, qui dit artefact, c'est quoi? Bah, c'est du digital, hein. Ça se passe dans ton système d'information, ça se passe dans ton système d'exploitation, ça se passe au niveau de tes entrées-sorties. Ça se passe techniquement sur tes disques durs, sur tes SSD, sur tes clés USB, sur tes cartes SD, tout ça. Artefacts digitaux, d'accord? Et ensuite, on va chercher des preuves. Tu effaces ces artefacts, d'accord? Eh ben, il va falloir les récupérer, d'accord? Et ça va servir également de preuve. Et ensuite, vérifier l'intégrité, hein, d'une image, d'un disque dur dans son entièreté. C'est également, bah, ce qui pourrait amener à des preuves. Des preuves à charge, preuves à décharge. Donc Franz Pringle, hein, en prise avec sa conscience, disperse des clés USB chargées de logiciels malveillants. Et ouais, USB key dropping. Les employés d'Antarcticraft ne le savent pas. Une tempête se prépare sur leur réseau. Vanjoli, frissonnant et désemparé, trouve une clé sur le parking. Elle ne sait pas que le brancher déclenchera un désastre numérique conçu par le vengeur McGreedy. Et c'est exactement ce qu'elle fait en arrivant à son bureau. Elle va brancher immédiatement la clé USB. Bim. Hein. Désolé pour le bas du USB. Ah ouais, pas de chance. Dommage. Alors, au milieu de ce chaos numérique, qui dit reçoit un email chiffré, c'est Franz Pringle, hein, rongé par la culpabilité, qui pousse à dénoncer McGrady sans exploser naturellement sa propre couverture. Max qui dit une clé USB à la main révèle à Vangelis la véritable nature de sa trouvaille. Innocente, un outil de destruction numérique. Le choc et l'incrédulité apparaissent sur le visage de Vangelis, pendant que Max Kiddy explique la gravité de la situation et le chaos numérique déclenché sur leur réseau grâce à cet appareil insidieux. Max Kiddy, Forensic McBlue, toute l'équipe en fait viennent confisquer des clés USB, se lance dans une aventure médico-légale numérique pour démêler la toile cachée, hein, en se basant sur les appareils qui ont été compromis et la fameuse clé USB. Chaque ligne de code est une histoire à raconter. Donc le but, c'est de tout reconstituer et puis essayer de comprendre ce qui se passe dans l'ombre sur leur réseau. D'accord? USB malveillante, bas d'USB. Ok, donc si on déroule un nouveau scénario, l'enquête sur la clé USB malveillante, on peut peut-être penser que quoi, parfois elle peut être protégée en écriture. D'accord? Donc, il va falloir l'analyser, monter une VM, et à partir de cette VM, on va émuler
le lecteur flash USB, d'accord. Typiquement, on peut le monter via du Microsoft Virtual Disk, d'accord, en CSCI, et ça va apparaître comme un disque émulé, donc comme un vrai disque dur, mais en mode lecture seule, pour quoi? Bah, pour pas compromettre, hein, encore une fois, le disque qu'on analyse. Je vous ai dit qu'on fait des clones, on utilise des appareils, notamment un bloqueur d'écriture, qui est connecté à une machine qui permet de faire de l'analyse médico-légale. Donc techniquement, on alimente le bloqueur, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement relier le disque dur à cet appareil et cet appareil à notre ordinateur, d'accord. Ça permet d'éviter de faire des clones, et si vous n'avez pas la possibilité de faire des clones, encore une fois, bah, cet outil va vous permettre de quoi? Surtout pas écrire sur une preuve compromettante, d'accord. En tout cas, si ça a été récupéré, le but c'est de ne pas altérer les données, puisque après, je vous l'ai toujours dit, ça peut être utilisé par la partie adverse. Pourquoi? Pour défendre, d'accord, l'inculpé, l'accusé. Et justement, hein, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art, avec tout un protocole. Je vous avais expliqué qu'on pose des scellés sur bah, le matériel qui a été perquisitionné, etc., etc., etc. D'accord, mais moi je fais pas partie de la police ou de la gendarmerie. Il faudra leur demander, mais je crois que c'est comme ça qu'on fait. Donc, dans le monde réel, hein, on a, bah, je vous ai dit, un laboratoire avec des pièces stériles, d'accord, pour pouvoir ouvrir les disques durs. Donc on note d'abord tous les détails, hein, du lecteur suspect, l'artefact médico-légal, pareil, fournisseur, fabricant, ID, UUID, GUID, d'accord. On va mettre ce dispositif de blocage, pardon, d'écriture pour empêcher la falsification accidentelle des données lors de l'analyse médico-légale, d'accord. Donc vous récupérez l'ordinateur, surtout vous ne l'éteignez pas, vous faites un clone, hein, de tout ce qui peut être cloné, dumpé, disque dur, d'accord, disque dur externe, clé USB, carte SD, et puis oublie pas, hein, l'empreinte en RAM, d'accord. On va dumper la RAM, que ça soit celle d'une machine virtuelle ou pas, et on va analyser également la RAM. Alors FTK, c'est très utilisé aux États-Unis, d'accord. Ça permet aux analystes médico-légales d'acquérir des données informatiques et d'effectuer des analyses sans les preuves originales, d'accord, en préservant leur authenticité, leur intégrité, leur validité. Pourquoi? Bah parce que j'ai besoin de présenter tout ça lors d'un procès devant un tribunal, d'accord. Et sinon, la preuve ne sera pas recevable. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être vice de protocole, vice de procédure, etc., etc., etc. On va partir sur notre machine qui a naturellement FTK, hein. On va commencer à acquérir la data, d'accord. Et puis, à partir de ce disque dur virtuel qui est monté, bah, on va voir comment on peut commencer à récupérer les preuves et puis à trouver nos artefacts. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que on va travailler sur du NTFS, partition NTFS, système de fichiers NTFS, Microsoft, ça peut pas être du Linux, d'accord. Donc, il faut savoir qu'on a le $MFT, hein, c'est vraiment le premier fichier présent directement sur la partition NTFS. Donc généralement, quand vous récupérez, vous faites de l'analyse forensique, on va travailler justement sur les MFT, d'accord. Ça va permettre de venir taper dedans et savoir, ça nous donne une liste en fait de tous les fichiers stockés dans la partition, puisque techniquement c'est ce qu'on veut faire, d'accord. Donc on parle de records quand on parle du MFT, et vous savez qu'on a une table d'allocation. C'est pas parce que tu as effacé un fichier dans Windows qu'il est réellement effacé sur le disque dur. En fait, il y a quoi? Lorsque le fichier est effacé, tu as l'enregistrement qui le décrit, qui est marqué comme libre, et à un moment, ton ordinateur va devoir écrire à nouveau, et là, on va lui dire, écoute, tu sais, là, il y avait des données avant, maintenant, il n'y en a plus. Tu peux venir réécrire quoi? Les blocs de mémoire. Généralement, on travaille en 4K, d'accord? 4 kilobytes, kilooctets en fonction de, encore une fois, est-ce que vous créez des petits blocs, des gros blocs, hein, en fonction des besoins, DBA, base de données, serveur web, serveur de cache. On va pas avoir les mêmes besoins. Parfois, il faut quoi? Des petits blocs. Plus tu as des petits blocs, plus tes entrées-sorties, tes grappes de disque dur SSD, enfin SSD, on s'en fout, mais disque dur, parce que il y avait des contraintes mécaniques. Les SSD fonctionnent avec des puces mémoire. On s'en fout, il n'y a plus aucune contrainte, il n'y a que de la bande passante si tu veux. Là, au niveau des entrées-sorties, je t'ai toujours dit, un disque dur, c'est lent, d'accord. Donc on pouvait optimiser la vitesse du disque dur en travaillant sur des petits blocs mémoire, ou à l'inverse, on peut travailler sur des grands blocs mémoire. L'un ou l'autre ont certains de leurs avantages et de leurs
inconvénient. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être réutilisé pour la création d'un nouveau fichier, ton bloc mémoire, puisqu'il est marqué comme libre, mais il sera jamais libéré du disque, d'accord? Donc le fichier MFT, il fait que croître au fur et à mesure de l'utilisation du disque, d'accord? On a un autre fichier qui s'appelle le bitmap, donc ça, on remonte à MS-DOS, je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, mais dir plus FAT, c'est vraiment les anciens systèmes de fichiers MS-DOS, FAT12, FAT16, FAT32. D'accord? Il y a un enregistrement dans la MFT pour chaque fichier du disque. Allez voir la page Wikipédia, hein, je pose mes propos là-dessus. Je vous la mettrai. Et encore une fois, on parle quand un bloc par défaut. Hein. Vous savez quand vous allez, comment dire, sous Windows, formater un disque dur ou une clé USB, on vous propose de quelle taille vous voulez quoi, bah, l'alignement des têtes hein, de lecture du disque en fait et en fonction de l'alignement aussi pareil on pouvait grappiller plus ou moins de vitesse et les blocs de mémoire on vous demande de quelle taille vous souhaitez qu'ils soient d'accord, soit pour maximiser la vitesse soit pour maximiser l'espace disque. Je suis sûr qu'ils nous ont mis des VM de merde encore, bah oui pourquoi ben oui, ben bien sûr, oui, oui, bah, analyse forensique avec 4 gigas de RAM, bien sûr, oui. Tous les jours. Et oui, et puis Docker, vas-y, hein, non mais voilà, franchement les gars, putain. Mais c'est un Xeon, hein, il doit être puissant. Hein, à 240 à mon avis, en virgule flottante, il doit être bien. Hein. Ah ouais, une demi-heure pour charger le programme. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va ajouter, d'accord, une évidence, une preuve. Nous, on travaille sur notre clé USB, c'est du physical. Là, faut pas se planter, on va pas prendre le disque dur du VPS. On va se prendre celle-là, 1 giga. Ok, on arrive là-dessus. Donc, grosso modo, ça a fait quoi? Bah, ça a lu le MFT et ça a créé l'evidence tree, donc l'arborescence hein, de la preuve. On voit le nom de la preuve qui s'appelle Physical Drive 2 ici. Je vais parler en anglais hein, parce que voilà. On voit que c'est du exFAT. Ok, donc le exFAT, ça peut être quoi? Bah, généralement, le exFAT, c'est plutôt orienté quoi, Linux ou Windows? Bah, c'est l'extended FAT, File Allocation Table. Donc, je t'avais dit, je t'avais déjà présenté le file system, hein, c'est du Microsoft. Je t'avais dit que c'était pour les disques durs assimilés, compact flash, mémoire flash. Bref, hein, ça date un petit peu. Et on l'utilise lorsque, quoi? Bah, lorsque le NTFS n'est pas possible, hein, puisque le FAT16, le FAT32, c'est plus trop utilisé, enfin sur les anciens systèmes historiques, d'accord. FAT32, on peut s'en servir pour booter sur une clé USB, ça peut être encore utile, d'accord. Mais grosso modo, si le NTFS n'est pas utilisable, on prend du exFAT, d'accord, à cause des métadonnées occupant plus de place et requérant un grand nombre d'accès à des endroits différents, d'accord, comme la MFT d'ailleurs. Donc on voit les systèmes de fichiers. On voit les métadonnées, le FAT, le boot record, pas de secret, d'accord. On voit quoi tout en haut? EVF, exFAT, ah d'accord, ça serait quoi? Ça serait pas notre Magic Byte? Là, vous avez vos arbres, d'accord, avec une arborescence. Vous avez toutes les preuves entre guillemets, d'accord, c'est-à-dire preuves ajoutées, disque dur, clé USB, fichiers d'images qui serviront à l'analyse forensique médico-légale. Ensuite, en deux, toute la partie là, vous l'avez compris, c'est notre liste de fichiers, d'accord. Donc ça affiche les listes et les dossiers dans l'arborescence de preuves. Et enfin, tout en bas, vous avez votre visionneuse, d'accord, avec ici quelques options qu'on peut mettre hein, au niveau des sources. Mais là, essentiellement, on va pouvoir, vous avez compris, directement voir les preuves, les analyser. Et là, bah, qu'est-ce qu'on a techniquement? On passe de quoi? Bah, de notre offset, on est en hexadécimal et on passe en ASCII. D'accord? Ensuite, vous voyez notre petite lunette là-haut. On est en quoi là? Ah, e-text viewer automatiquement. D'accord, intéressant. Là, c'est quoi? Plain text. Ah, pour le voir en plain text. Ok, intéressant. Et là, le voir en ex. D'accord? Donc, vous pouvez jouer là-dessus hein, pour modifier la donne. Je te montre un exemple. On va aller dans route. On prend un fichier qui soit parlant, wallpaper, PNG. Tu vois que là, ok, c'est ton PNG, c'est ta structure, je comprends bien. Tu vois, ça commence par pourcentage PNG. Pareil, on peut aller faire un petit tour. Est-ce que cela est en jaune? PNG, PNG, PNG. Ah, pourcentage PNG. Ah bah ouais, j'ai l'impression. Hein.
d'accord? Donc c'est ce qu'on retrouve. Et tu peux faire, bah tu l'as bien compris, quoi. Hop, ok, je peux le voir en texte, ok. Et là, comme c'est une image, je peux le voir en image. Ah bah ouais, ça tombe bien, d'accord? Donc on va pouvoir appliquer ces 3 filtres. Premier mode, mode aperçu optimal, les petites lunettes, d'accord? Ça utilise Internet Explorer pour bah, générer et afficher en fait tout ce qui est lié au web, d'accord? Fichier texte ASCII Unicode, trouver aussi et essaye de trouver les types de fichiers non reconnus, d'accord? Alors, soit dans des applications natives, soit sous forme de code hexadécimal. Ensuite, tu passes en mode texte. Donc, permet de prévisualiser sous forme de texte ASCII ou Unicode, d'accord? Donc là, c'est uniquement utile pour du texte caché, des données binaires dans des fichiers non textuels. Et enfin, on a notre hex, mode hexadécimal, d'accord, qui va afficher les fichiers au format hexadécimal, vue détaillée des données au niveau binaire, d'accord, ou de l'octet, des octets, des bytes. Alors ensuite, CTRL F, hein, mais ça sous Windows, je pense que si vous connaissez pas ce raccourci, ça va être compliqué. CTRL F, voilà, et je peux faire mon find, d'accord? Et tu vois que je peux jouer, donc ANSI, Unicode, match case, donc il faut que ça corresponde à la casse, hein, je rappellerai minuscule, majuscule, ou regex, donc expression régulière, vous pouvez lui caler des expressions régulières si vous cherchez des patterns. Voilà, haut, bas, d'accord, et tu peux wrap ou unwrap. Donc ensuite, on va voir comment récupérer les fichiers, les dossiers supprimés. Donc il faut développer, hein. Vous avez compris, tout se passe dans l'arborescence. Vous avez votre liste de quoi? De fichiers, pense, t'as plus, tu peux toujours développer. Et en fonction des preuves, de ce qui t'intéresse, des fichiers individuels, eh ben, tu vas pouvoir récupérer hein, des dossiers, des fichiers qui ont été supprimés. Si jamais, bah, par exemple, on a fait un effacement en masse, hein. Donc voilà, tu vas pouvoir travailler là-dessus. Tu vois qu'il y a quoi? Il y a des croix. Ah, intéressante. D'accord. Donc s'il y a des croix, ça veut dire que ça a été supprimé. Ouais, il y a de fortes chances. Hein. Portrait.png, je peux faire quoi? Export file. Intéressant. Je vais le mettre sur le bureau, par exemple. Pas m'emmerder. D'accord? Et là, bah, on vient de justement récupérer portrait. Intéressant. D'accord? Donc vous voyez, on va récupérer le Cracking Tools. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Do not open. Je vais me la mettre plutôt sur le bureau, comme l'autre. Ok. Ok, on a les plans de sabotage, secret chat. Ok. Ok, t'es là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis en train de finaliser le montage du malware et du C2. Donc le serveur, notre domaine, hein, ça sera macgreedysecret2.thm, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qui héberge le C2. Ensuite, on part sur quelle comment dire, charge utile. Bah, c'est caché dans juice tomato toyfinal.zip. D'accord, ça a l'air suffisamment innocent. Et puis je partagerai hein, le mot de passe sur différents chats. Je t'enverrai aussi des détails additionnels, d'accord, pour savoir comment utiliser Juice Tomato Downloader avec les arguments nécessaires, d'accord. Si jamais tu branches bah, la clé USB, d'accord, dans une des machines des bureaux d'Antarcticraft, fais-le toi-même si tu peux. Cool, je suis un peu nerveux hein, au sujet bah, du drop, hein, donc USB key dropping. Je pense que bah, balancer ces clés dans le parking, ça a l'air un peu risqué. Non, t'inquiète pas, c'est la meilleure voie. Puis tu verras, nos chers Frostling hein, seront enclins à justement les trouver et à les connecter. D'accord? Tu vas voir, la curiosité est une puissante chose. I'm still shaking over this, yes, but I'm seen, just normal, no one suspect a thing. Ok, donc il lui dit, hein, fais attention, bref, blablabla, faut que personne ne suspecte ça, sinon on passe au plan B. Donc si on est prêt, on va nier en bloc, ok, je vais effacer toutes les preuves digitales, même les clés USB, pour que rien ne remonte à nous. Au sujet du serveur, t'inquiète pas, il est en offshore, il est intraçable. Donc on est des fantômes, à moins que grâce aux clés USB, on puisse remonter à nous.
Je sais pas, mec, je le sens pas trop. Je sens, ouais, ça a l'air chaud. L'autre, il est du Stay Frosty. Bah, justement, garde la tête froide. Ok. On est presque arrivé au bout. Tu balances tout demain dans le parking et tu verras. Ouais, tu verras, ça sera un pont d'or pour nous, quoi, hein. Donc voilà. Ok, c'est la première chose que je ferai. Hein, on est juste des ombres, rappelle-toi de ça. Pas de nom, pas de référence directe. Ok, on se chope plus tard. Ok, prends soin de toi et prépare-toi pour balancer les clés USB, d'accord? Et on efface ce chat. Donc, ok, il a effacé le chat. On a le PDF avec le plan. Ok, donc là, on voit les opérations de XGest avec l'appel à hash libre, d'accord? D'accord, donc on travaille sur des blocs, il est en train de miner, d'accord? C'est ce qu'on voit là, il définit, d'accord? Donc via la blockchain ou une pool de minage. Il mine. Ok, donc c'est un crypto miner, ni plus ni moins. D'accord. Ça fait travailler votre ordinateur et ça fait gagner de l'argent à d'autres. Ok, donc ça, vous voyez, c'est vite fait, hein. Mais voilà ce qu'on a récupéré. Je peux aller dans mes documents en théorie. Bon, je sais pas si dans notre exercice, il nous demande de décompresser ça, hein. Je vais le mettre là en attendant, le garder au chaud. On n'a pas cette zip, donc il faut qu'on trouve un moyen de l'ouvrir, peut-être via FTK. On va creuser. Donc, si je résume, j'ai récupéré quoi? Tout simplement, on peut récupérer aussi le downloader pour l'analyser, ça pourrait être intéressant. Donc, en l'état, on ne peut pas ouvrir. D'accord? Donc, vous voyez déjà là comment on peut récupérer des fichiers, des dossiers supprimés. D'accord? Ensuite, vérifier l'intégrité du disque de l'image. D'accord? On pourrait le faire. Tout simplement, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous permettre de hacher. D'accord? On peut utiliser du MD5, on peut utiliser du SHA-1. Alors, comment je fais ça? J'ai chargé ma clé, ma gentille petite clé, Verify Drive Image, hein, je remonte tout en haut de ma racine, et tu vois que c'est également présent ici. Donc là, ça va hacher, ça va prendre un certain temps. Hein, plus il y a de données, plus ça peut prendre des heures, des semaines, des jours, ça va dépendre. Et puis de la rapidité de l'ordinateur. C'est pour ça que je vous ai dit on travaille sur des grosses stations avec 64, 128 cœurs, avec des téras de RAM, d'accord? C'est plus des serveurs, enfin des stations de travail parce qu'ils sont pas connectés à Internet, mais ça a la puissance d'un serveur qui serait capable de faire tourner une soixantaine de VM, quoi. On a besoin de beaucoup d'espace. Typiquement, tu as besoin de 4 gigas pour récupérer un disque dur d'1 giga. Hein, j'exagère, mais c'est à peu près le ratio. Si tu dois récupérer 1 terabyte de données brutes en RAW, compte à peu près 4 Tera derrière, tu vois, pour le garbage et le reste, d'accord? Donc là, on voit, il n'y a pas de secteur corrompu, c'est déjà une bonne nouvelle. On a récupéré le hash du computer, de l'ordinateur, en MD5 également, d'accord? Donc, computed, hein, pardon, le hash calculé à partir pas de l'ordinateur mais du disque. Ok, donc il nous faut quoi? Il nous faut trouver ce putain de serveur malveillant, d'accord? Ça serait bien de commencer à chercher, hein. On a vu qu'on avait quoi? Des dossiers qui étaient quoi? Effacés, en effet. Hein. J'ai récupéré les dossiers effacés et la première réponse à la question, c'est tout simplement dans le chat. Ils ont dit quoi? Voilà. Et c'est ce qu'on avait vu dans quoi? C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo d'hier. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fichier à l'intérieur de l'archive qui a été effacée? Peut-être? Et là, vous voyez qu'on n'a pas... D'accord? Donc, c'est bien ça. Hein, c'est bien le fichier. Si vous regardez. OK. Ensuite, le flag. Caché dans un des fichiers PNG. Ah merde. C'est possible ça? Est-ce qu'on a un PNG déjà? Là, on a la Slack. Là, on a le truc. Ah, là, on a un PNG. En effet. C'est quoi qu'il y a là?
Donc, il faut qu'on travaille directement dans notre logiciel. Alors, maintenant qu'on l'a récupéré, on a vu dans Do Not Open, on a quoi? Non, c'était dans la racine root. Donc root, hein, ça veut pas dire root, ça veut pas dire non plus root de Linux. C'est quoi? C'est la racine. La racine, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement l'arborescence maîtresse, hein? Racine, tout en haut. Et après, on a des sous-arborescences. D'accord? Et la seule qui est au même niveau, que tu ne vois pas, c'est également l'espace qui a été quoi? Qui n'a pas été alloué. D'accord? Ah, il y a quoi aussi, hein, je te le dis, hein, si tu travailles pour les forces de l'ordre et le reste, il y a quoi? Bah, tu peux démonter et désallouer un espace, ça veut dire qu'il y aura une partition cachée, d'accord? Cette partition cachée, elle est invisible, d'accord? Jusqu'à que quoi? Bah, que tu montes la partition et que tu réalloues les secteurs. Et là, comme pas magie, bah, il y a un système d'exploitation, il y a des partitions cachées et tu les vois pas, d'accord? Et tu analyses le disque et tu les verras jamais, d'accord? Donc, si on revient, nous, ce qui nous intéresse, techniquement, c'était notre portrait. Et vous avez bien compris que là, on va passer ouais, en texte, en texte. En texte, ça va être compliqué. Hein. Hein, je préfère passer en ex. Hein. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? On a vu qu'à la fin du fichier, c'est tout noir. Comme si c'était corrompu. Ah bah ouais, hein, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est interminable. On peut pas CTRL F? Mais je pars de quoi? On remonte? Ah bah ouais. Ah d'accord. On va faire un match case, hein, tant qu'à faire. Ok. Ok. Oh, THM. Oh, non. Oh, mais, ah ouais, il y a des petites données là. Oh. Ok. SHA-1 H du physical et de la forensic image. Eh ben, on est reparti, mon copain. Qu'est-ce qu'on a dit? Je remonte tout en haut, je prends mon lecteur, je lui demande ça. Il va s'en occuper. Bah, t'as bien compris que s'il y a quelqu'un de corrompu, d'accord, qui essaye de quoi? Bah, de modifier les preuves pendant l'enquête, eh ben, on va le savoir. Pourquoi? Bah, la valeur de hachage, elle aura évolué. MD5 H1, d'accord? Et on pourra dire, bah, regardez, avant mon enquête, voilà la valeur du lecteur, d'accord? En SHA. Et puis, le jour où on doit présenter les preuves, je refais un scan et je te montre que quoi? Mais la valeur de hachage, elle n'a pas évolué. Si la valeur de hachage de l'ensemble du lecteur n'a pas évolué, c'est-à-dire que quoi? Bah, que théoriquement, hein, on n'a pas tempéré, on n'a pas modifié les preuves. D'accord? Si on est quelqu'un d'intègre et pas corrompu. Ok, cool. Donc on a trouvé notre drapeau et le chat, hein, bah il est juste là. Hop là, on fait hop comme ça. Voilà, bah on en fera d'autres. Hein. C'était une petite mise en bouche, comme j'aime bien dire. Et voilà, pour vous présenter FTK, je vous avais montré Autopsie, mais je crois pas que je vous avais montré déjà FTK. Voilà, ça sera chose faite. Alors attention, hein, on vient de survoler l'outil. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire encore. Mais voilà, déjà, si tu veux récupérer tes données d'un disque dur qui t'appartient pas, comme Micode, ou plus sérieusement, si tu as besoin de travailler, d'accord, faire de l'analyse médico-légale de la réponse à incident, ou si tout simplement, bah quoi, eh ben, tu as ton disque dur qui commence à cracher, tu as Windows qui te dit que le smart, hein, donc qui vérifie qu'il n'y a pas des erreurs sur tes disques durs et qui te prévient, qui te dit attention, ton disque dur ou ton SSD il est en train de faire des erreurs, tu devrais sauvegarder tes données. Il y a des chances que dans quelques semaines, quelques mois, ton SSD, ton disque dur crache. Ok, eh ben, ça va te permettre de faire une sauvegarde et ça va te permettre de récupérer même des fichiers que tu aurais par inadvertance effacés. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.